Bonjour et bienvenue dans Génération Méditerranée, l'hebdo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré au beau. La beauté comme un déclic qui ouvre les yeux et qui éveille les consciences. En matière d'environnement, ce n'est pas rien. La beauté utile, mise en image aujourd'hui par nos invités, Marie-Laurence Chiffriagne et Franck Fougère. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tous deux les cœurs et moteurs de l'association Follow Me Production qui porte le projet One Day in the Mediterranean, un jour en Méditerranée, sur lequel nous reviendrons bien sûr tout au long de cette émission. Mais la question d'ouverture s'impose. Qu'y a-t-il de plus méditerranéen en vous? Marie-Laurence, vous commencez. Je dirais que c'est mes origines. Oui. Bêtement, je viens d'Ajaccio, j'y ai passé 18 ans. Puis je me suis ouverte un petit peu plus au monde. J'ai beaucoup voyagé en Amérique latine, en Asie, en Afrique, en Europe aussi beaucoup. Finalement, ce retour à la Méditerranée, ça paraît comme une évidence et aussi un petit peu, disons que j'avais ce besoin-là, mais en même temps, c'est naturel parce qu'il y a tellement de choses à y voir, à y découvrir et j'étais passée presque à côté pendant tout ce temps-là. Franck. C'est un petit peu un cheminement assez similaire. Moi, mon père était moniteur de plongée dans les années 90 sur Ajaccio, donc j'ai commencé très tôt à plonger et à apprendre de la Méditerranée. Ensuite, j'ai souhaité voir un petit peu ailleurs ce qui se faisait, ce qui se passait, les richesses des différentes mers et océans. Et donc, du coup, j'ai enchaîné beaucoup de tours du monde jusqu'à revenir aux origines. Alors, quel a été le déclic pour vous engager dans la cause environnementale ? Maritime en particulier, vous n'êtes pas de formation scientifique. Vous, Franck, c'est plutôt le monde des arts et de l'image et de l'audiovisuel. Vous, Marie-Laurence, on est plutôt dans les sciences politiques. Quel a été le cheminement plutôt personnel de chacun, Franck ? Moi, j'ai souhaité partager, alors justement, sans aucun, au départ, en tous les cas, sans aucun point de vue scientifique, car je ne le suis pas, mais l'idée, c'était de pouvoir vraiment témoigner de tout ce qu'il y avait de beau encore à préserver. Il y a, à mon sens, différentes possibilités de pouvoir mettre en lumière la pollution, à la fois que les différentes problématiques liées à l'environnement. Et j'ai trouvé que c'était quand même plus intéressant de montrer ce qu'il restait de beau à préserver plutôt que de montrer les désastres que l'on voit tous les jours aux infos. Marie-Laurence. De mon côté, je dirais que l'urgence climatique, je suis un peu née dedans, malgré que le fait qu'on n'y soit pas encore, qu'on n'ait pas encore assez de mesures qui soient concrètes, qui soient vraiment avérées et qui puissent permettre d'avoir un impact. On est loin, on va dire, des objectifs qui permettraient d'avoir ne serait-ce que quelque chose de stagnant au niveau environnemental. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que c'était une évidence de m'impliquer dans quelque chose qui ait de l'impact. C'est quelque chose que j'ai fait précédemment aussi lié à l'eau. Et là, comme une évidence, rejoindre, on va dire, la Méditerranée, c'était ce qui pouvait avoir de plus naturel et de plus aussi impactant. Vous l'avez dit tous les deux, vous avez pris le parti du beau avec Follow Me Production. Est-ce là aussi une évidence? C'était aussi une façon peut-être de dédramatiser la cause, la rendre encore plus accessible, Marie-Laurence? Dédramatiser, je ne sais pas si c'est exactement le mot, mais en tout cas de toucher un large public. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait approximativement ce qu'il en est du désastre écologique. L'idée, c'est de rendre ça un peu plus attrayant. Alors c'est comme tout ce qui existe en termes écologiques, c'est de rendre... Aujourd'hui, on a vu l'écologie, je trouve, comme quelque chose qui nous fait revenir sur notre confort. Et je pense que l'idée, elle est ailleurs. C'est de montrer que l'écologie, ça peut être bien. Ça peut être aussi une forme de confort. Et c'est toute cette perspective qui est en train de changer, d'évoluer. Et nous aussi, on a voulu se positionner un petit peu dans cet angle-là, de dire que, en fait, il y a toute une partie de beau qui est à préserver, mais ça peut être bien, ça peut être positif. Et c'est par le positif aussi qu'on engage peut-être un peu plus de monde et qu'on essaie de toucher de manière un peu plus universelle. Et c'est le cas aussi de l'art qu'on utilise beaucoup, c'est beaucoup plus universel. Et parce que justement, on pense que l'impact, il doit être vraiment systémique. Vous avez eu déjà des retours de cette approche esthétique par les autres acteurs de l'environnement, Franck ? Oui, globalement, parce qu'en fait...
le fait de montrer toutes ces choses qui sont belles et à la fois du coup positives, c'est prendre une direction qui donne la possibilité à beaucoup plus de monde de s'y intéresser et non pas que le milieu scientifique. Donc à partir de là, ça ouvre des portes sur tout un public qui au départ n'est pas forcément concerné ou sensible à ce sujet. Absolument. Donc ça nous laisse beaucoup plus de liberté de pouvoir communiquer auprès d'une multitude de gens. Bien sûr, et puis une approche novatrice, pour rebondir sur vos propos aussi, parce que beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux de l'association, notamment Instagram. On est avec vous en immersion. Marie-Laurence. C'est l'idée, voilà, on va dire pour toucher aussi les jeunes générations. Aujourd'hui, on regarde moins la télé, on utilise plus facilement les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'était important d'être au plus près et on fait des expéditions, on fait du rendu vidéo et d'images. Mais l'idée, c'était aussi d'accompagner, de pouvoir nous accompagner tout au long de cette expédition. Vous nous embarquez avec vous, en fait. C'est ça, d'embarquer un petit peu toute personne qui s'y intéresse, même au-delà de ça, intéresser au plus grand nombre pour les embarquer avec nous. C'est une autre manière de travailler, Franck, qui est le professionnel de l'image. Oui, alors c'est une autre manière, mais après c'est un choix qui s'est présenté à nous comme évident. Si on souhaite aujourd'hui s'adresser aux jeunes générations, c'est pas forcément, du coup, par expérience, en regardant des documentaires d'1h30 qui assez rapidement nous fatiguent. Oui, il y a un format maintenant. Voilà, après, les sujets scientifiques qui sont abordés, c'est un petit peu aussi de la même manière. Presque, j'ai la sensation que les scientifiques parlent aux scientifiques et que c'est difficile de pouvoir comprendre le fond des sujets qui sont traités. Là, c'est vraiment de la médiation, comme le disait Marie-Laurence, c'est de la médiation scientifique. On ne se prétend pas révolutionner quoi que ce soit, sauf qu'on propose des sujets qui sont accessibles à tous. Oui. Et facilement accessible. Alors, je parlais d'initiatives récentes, mais vous avez quand même déjà effectué 2 expéditions en Méditerranée. La première a eu lieu cet été dans le sanctuaire Pélagos, cette zone qui va donc du nord de la Sardaigne jusqu'aux façades littorales françaises et italiennes. On regarde, si vous le voulez bien, un extrait de ce premier chapitre et on en parle juste après. D'une multitude d'espèces marines fascinantes, elle en abrite plus de 17 000 qui trouvent refuge dans ces écosystèmes. Son histoire est profondément liée à l'humanité depuis des millénaires. Les premières civilisations se sont développées sur ces rives, tirant profit de ces ressources abondantes. En reconnaissant son importance écologique et en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement, nous pouvons assurer la survie de cette merveille naturelle pour les générations futures. L'écosystème marin revêt une importance capitale. Il est complexe et toutes les espèces qui l'abritent sont interconnectées. Elles ont un rôle fondamental en contribuant à maintenir l'équilibre et la santé de notre environnement. La préservation et la protection de toutes les formes de vie, allant des plus petites aux plus grandes, sont essentielles pour maintenir leur survie. Et la nôtre. Allez, quelques mots sur cette première expédition. Quels étaient ses objectifs? Nombreux. Je pense que c'est l'idée générale de toutes nos expéditions. C'était pas seulement celle-ci. Après, c'est vrai que celle-ci, c'était plus particulièrement sur les espèces pélagiques. Oui. La raison pour laquelle on est parti au sanctuaire Pélagos, c'est d'observer du coup les espèces qui se trouvent au large, ce qui a été moins le cas sur une expédition Tour de Corse. Oui, dont on reparlera. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, effectivement. Ayant grandi, on va dire, en Méditerranée, à mon sens, à ce moment-là, en tous les cas, pour moi, la Méditerranée, c'était très théorique, toutes les espèces qui pouvaient s'y trouver, que ce soit les baleines, les tortues, etc. Durant mes plongées, on va dire, en bord de côte, j'ai pas eu cette chance de pouvoir les observer.
Et j'ai souhaité vraiment trouver le moyen de montrer qu'en fait ce n'est pas que théorique, que voilà, en prenant un petit peu le temps et en se donnant les moyens d'aller un peu plus au large, en fait toutes ces espèces existaient réellement. Et c'est ce qu'on a pu découvrir durant une petite semaine, aller au large et aller pouvoir témoigner avec de belles images toutes ces espèces qui sont bien présentes et qui donc du coup il faut absolument protéger. Allez, quelques chiffres tout de même pour rester dans la théorie malgré tout. Selon l'Office français de la biodiversité, la Méditerranée est certes un hotspot climatique, mais c'est aussi un des 10 hotspots de la biodiversité de la planète. Elle abrite environ 10% des espèces répertoriées, alors qu'elle ne représente qu'1% de la surface globale des mers et océans. On y retrouve plus de 17 000 espèces. D'ailleurs, afin de préserver ce patrimoine exceptionnel, 30 aires marines protégées ont été créées. Voilà, on y reviendra. Avant cela, je le disais, vous n'êtes pas de formation scientifique, mais vous êtes particulièrement bien entouré. Un photographe reporter, un skipper, une biologiste, aidez-moi, un plongeur professionnel. Présentez-nous votre équipe. Marie-Laurence, vous commencez ou Franck? Vous me dites. Allez, Marie-Laurence. Donc, tout d'abord Franck, qui a la réalisation, évidemment. Je l'épaule sur tout ça, sur les expéditions, évidemment, de A à Z et plus encore. Et donc, pour le reste de l'équipe, nous avons Lovina, qui est océanographe à Starezo, donc la station de recherche de Calvi. Et nous avons également Fabrice, qui est photographe professionnel, donc il vient en plus des images que l'on réalise apporter soutien pour prendre des photos, on va dire encore agrémenter tout le contenu que l'on peut avoir. Nous avons également Adam et Natacha, donc Adam qui s'occupe de la plongée, de la sécurité, et sa compagne Natacha qui s'occupe de la tendance du bateau. Et ensuite nous avons Hugo qui est notre skipper, donc sans qui nous ne pourrions pas vraiment partir. Franck, vous voulez ajouter quelque chose? Pas du tout. Tout est dit, l'équipe est au complet. L'équipe est au complet. Voilà. L'équipe est au complet, parfait. Marie-Laurence, Franck, nous allons rester justement un petit moment avec Lovina, donc biologiste, océanographe à la station Starezo de Calvi, et qui propose des modules pédagogiques sur vos réseaux sociaux. Ce sont les Océanic Classroom et c'est notre Zoom de la semaine. Alors avant de nous intéresser à la Posidonie, poumon de la Méditerranée, pouvez-vous nous parler de ces modules, ces Océanic Classroom? Franck? Oui, l'idée principale étant de l'ouvrir au plus grand nombre, c'était de pouvoir adapter des formats courts, impactants, avec un discours qui puisse être accessible, avec de la part d'une scientifique. Donc l'idée, c'était de pouvoir sortir des capsules d'1 minute, adressé au plus grand nombre et surtout, on va dire, à la jeune génération qui utilise Insta en particulier. Oui, on va voir à l'écran des illustrations magnifiques qui accompagnent ces programmes courts. Marie-Laurence, je crois que ce sont vos œuvres. Oui. Là encore, l'art pour sensibiliser, pour faire passer le message, elles sont vraiment magnifiques. Comment vous est venue cette idée? Là encore, ça s'est imposé à vous pour illustrer ces modules? Donc je cherchais simplement une idée qui allait montrer un petit peu l'importance de la Posidonie. Et c'est vrai que la Posidonie, c'est la super héroïne de la Méditerranée, qui n'existe d'ailleurs qu'en Méditerranée. C'est assez fou. Et c'est une chance énorme de la voir. Et donc j'ai essayé de trouver une métaphore qui soit assez forte pour l'illustrer et pour la comparer à quelque chose d'autre. Donc j'avais trouvé la femme parce que comme la femme, on va dire, elle est à l'origine, on va dire, de de la tenue d'un écosystème en forme et aussi tout ce qu'elle permet, que ce soit pour la biodiversité, les poissons, mais aussi en capture du CO2, enfin l'oxygène, c'est assez dingue à ce niveau-là. Donc c'est la métaphore que j'avais. Ne nous dites pas tout, puisque Lovina nous dit tout ce qu'il faut savoir sur la Posidonie en 1 minute ou presque. On regarde. La Méditerranée abrite un super-héros que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ce super-héros est une plante marine appelée Posidonie qui, à la différence d'une algue, est capable de fleurir et de faire des fruits. Ses rôles multiples, de véritables super-pouvoirs, font d'elle un écosystème clé.
Elle sert en effet d'habitat, de zone de frayère et de nourriture pour des centaines d'espèces et produit une importante quantité d'oxygène nécessaire à la vie, qui lui vaut le surnom de poumon de la Méditerranée. De plus, elle protège les plages de l'érosion, autant sous forme d'herbier en mer qu'une fois échouée sur les plages. Et enfin, la Posidonie constitue l'écosystème doté de la plus grande capacité de séquestration de CO2 au monde, ce qui, par temps de changement climatique, est une aubaine. Malheureusement, ces herbiers sont victimes de l'ancrage des navires, qui peuvent alors labourer et arracher plusieurs siècles de croissance en un mouillage. Voilà, vous savez tout maintenant sur la Posidonie. Il y a également des classrooms sur le rorqual ou encore la tortue. Voilà, le format est idéal pour s'informer rapidement et de manière très complète. Marie-Laurence, Franck, vous rentrez tout juste de votre deuxième expédition, chapitre 2, les eaux côtières de la Corse. Ce périple a duré 10 jours, du 16 au 26 septembre dernier. Un tour de Corse durant lequel vous avez évidemment, bien sûr, observé, c'est l'une de vos missions, mais que vous avez aussi thématisé autour de plusieurs problématiques, de différentes problématiques, les ports propres, la pêche responsable, entre autres. J'aimerais que vous partagiez votre diagnostic de ces eaux côtières corses, puisque vous avez rencontré à chaque étape des spécialistes, des scientifiques de la zone, entre autres. Alors Franck, peut-être, vous commencez. Oui, un des objectifs était d'aller aussi à la rencontre des acteurs de la mer, qu'ils puissent à la fois témoigner et nous faire partager leur quotidien, soit de marins, soit de scientifiques, etc. Et qu'ils puissent nous donner leur avis, leur ressenti sur leur quotidien en mer, et qu'ils puissent nous aider un petit peu à avancer sur le Tour de Corse. Marie-Laurence. Oui, je trouve ça vraiment beau, cette rencontre humaine, qui, on va dire, avec des intérêts et des fois des intérêts ou plutôt des formations ou des métiers différents qui se réunissent sur ce catamaran pour vraiment former, on va dire, cette émulation positive envers l'environnement. Voilà, c'était vraiment des rencontres très enrichissantes pour chacun, je pense, parce qu'on avait tous, avec des compétences différentes, à s'apporter quelque chose de vraiment singulier. Est-ce que vous avez malgré tout constaté une dégradation de l'environnement, des dégâts irréversibles ou non, d'ailleurs on n'espère pas, enfin voilà, de cet environnement, je dirais, direct de la Corse? C'est très mitigé parce que à la fois quand on préserve, quand on crée des zones, que ce soit des réserves, etc., on sait que ça fonctionne super bien, on sait que la vie reprend le dessus facilement. Et que, à côté, finalement, ça peut être problématique. Donc, la solution, quelque part, on l'a. Après, c'est plus compliqué de la mettre en place. Oui. Quelle est la solution, Marie-Laurence ? Je pense que c'est difficile de parler d'une seule solution. C'est une action globale. Je pense que l'idée, quand même, c'est de se renseigner à quelque échelle qu'on soit. C'est vraiment de s'auto-sensibiliser, parce qu'il n'y a personne qui sera là pour le faire pour nous, ou en tout cas, ça arrive, mais bien trop lentement. Donc, connaître un petit peu les enjeux de chaque endroit et pouvoir justement un petit peu savoir quelles sont les choses que nous-mêmes peut-être faisons et qui sont pas forcément positives pour l'environnement. Par exemple, les zones de mouillage, on a une application qui est super, Donia, pour un petit peu identifier les zones où il est possible de poser une ancre. C'est des choses qui finalement nous concernent nous-mêmes en première ligne. Bien sûr, bien sûr. Quel sera le prochain chapitre méditerranéen ? Le prochain chapitre, l'idée, c'est de pouvoir justement, là, nous avons fait les eaux côtières en dehors des réserves. Potentiellement, il serait, je pense, intéressant d'aller voir ce qui s'y passe dedans. À l'intérieur, ce serait parfait. Comment voyez-vous évoluer ce projet à terme ? Vous imaginez une compilation de tous ces chapitres pour former un long métrage ? Je ne sais pas, qu'est-ce qui est envisagé ? Marie-Laurence. L'idée de cet été, c'était de vraiment former un projet pilote qui nous permette de montrer ce qu'on sait faire
en très peu de temps aussi, puisqu'on a monté ça en un été. Donc, et d'avoir vraiment du contenu pour présenter nos objectifs à divers organismes et montrer un petit peu aussi notre crédibilité et aussi, évidemment, travailler sur l'impact. Donc là, l'idée, c'est, en première instance, l'été, c'était de former ce contenu. Maintenant, l'idée, ça va être de en faire quelque chose pour qu'il puisse avoir le plus d'impact possible. Le diffuser. Diffuser, promouvoir. Oui, continuer à communiquer et à obtenir, on va dire, des objectifs concrets sur la communication autour de nos messages au plus grand nombre. Bien sûr. Allez, c'est l'heure de la bande originale. Première question, comme vous êtes de Estes, un choix concerté, qui a eu le dernier mot pour le choix de cette bande originale? Marie-Laurence, dites-nous, racontez-nous les coulisses du choix. Ça a été très naturel, on était justement sur la dernière soirée du bateau, j'avais déjà envoyé la première chanson, puis on s'est regardé, on s'est dit c'est celle-ci qu'il faut, parce qu'on l'écoutait en plus avec tout l'équipage, on essayait de se mettre d'accord tous en équipe, et celle-ci est parue naturelle. C'est l'histoire de personnes qui vivent simplement de soleil. Bon, ils ont eu quelques petits problèmes avant, mais voilà, ça pourrait être une métaphore de l'écologie, tout à fait. Donc voilà, malgré les problèmes, il reste cette part d'espoir et c'est un petit peu le message qu'on essaie aussi de diffuser, quoi. C'est que malgré tout, il y a toujours un petit peu d'espoir et c'est avec cet espoir-là qu'on peut encore aller plus loin dans la préservation et dans la sensibilisation. Voilà, et la chanson, c'est Sunny Afternoon de The Kinks, le groupe londonien, voilà, pour que l'été dure encore et toujours. Franck, un dernier mot sur cette chanson, sur le message? Oui, effectivement, là, l'intérêt, c'est d'apporter de l'espoir, même si, in fine, je pense que la nature prendra ses droits, que ce soit avec ou sans nous, donc autant qu'on soit complice de notre survie plutôt que l'inverse. Marie-Laurence Cipriani, Franck Fougère, merci de m'avoir accompagnée durant cette émission. Qu'est-ce qu'on dit? On est bon vent pour la suite. Voilà, c'est ça. Et puis, je rappelle qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux de l'association Follow Me Production. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, toujours sur France 3 Corse via Steel ou en replay sur France.tv. Salut! Trying to break me, and I love to live so pleasantly. Live